Monde numérique. Dit autrement, alors Satya Nadella, notre PDG, depuis quelques années, dit que l'IA, c'est AI is the new UI, c'est-à-dire l'IA est la nouvelle interface utilisateur. Donc, en gros, je vais converser finalement différemment. Donc, ça passe déjà dans la barre de tâches, finalement, d'avoir cette intelligence dans la barre de tâches pour qu'elle comprenne mon contexte. Et j'ai pas besoin d'aller chercher l'application qui va bien dans mon menu de barre de tâches entre les produits Office, voire les autres applications. Je vais pouvoir lui parler comme je vais parler à mon Outlook, comme je vais parler à mon Office potentiellement. Bonjour Xavier Perret, Bonjour Jérôme. directeur Cloud Azure et IA chez Microsoft France. Bienvenue dans Monde Numérique. Pour parler de cet événement Microsoft qui vient d'avoir lieu, c'est la grande fiesta annuelle baptisée Ignite, donc des annonces, une profusion d'annonces signées Microsoft, à la fois à destination du grand public et des entreprises. C'est intéressant qu'on puisse faire un petit décryptage ensemble. Donc, le cap, on l'a compris, pour Microsoft, c'est de l'IA, de l'IA et de l'IA à tous les étages. Oui, alors, vous l'avez dit Jérôme, Ignite, c'est un des événements, en fait, on en a un peu un tous les 6 mois, c'est Ignite, puis il y a Build qui est plus vers les développeurs, puis je rappelle que Microsoft, son premier marché, c'est presque les développeurs, hein, derrière, puisque les Microsoft et Windows, c'est une plateforme, hein, donc c'est une plateforme pour développer, pour le grand public et puis pour le marché entreprise. Et effectivement, on a confirmé, lors de cet Ignite, j'allais dire, un certain nombre d'annonces structurante sur la façon finalement de développer des agents IA. Voilà, là on est dans une phase finalement où à un moment on est en train d'intégrer des agents, c'est-à-dire où je délègue finalement des tâches. Alors que ça soit sur Windows, on va en parler, ce que ça veut dire sur, je veux dire les nouveaux, le Windows 11 et puis les nouveaux PC Copilot et Surface derrière, mais aussi pour le marché entreprise. Donc ça, on va trouver sur les bases de données. Alors ça s'appelle Fabric, Foundry. Donc c'est un concept qui s'appelle IQ, voilà, c'est Mmh. Information Knowledge, c'est pas le quotient intellectuel, pour préciser, c'est cette notion qui est finalement, moi individuel, moi employé, j'ai plein d'informations à disposition. C'est parfois dans des silos de données, c'est parfois à droite, à gauche et évidemment un agent IA ou une IA, elle pourrait parler à cette base de données-là, ce moment-là, ce contexte-là et c'est une espèce de surcouche intelligente qui va finalement fusionner l'ensemble de ces données, de ces graphes, de ces relations entre données. On voit bien qu'on a des contextes, on se connaît pas, on est à un niveau 2, et cetera, pour que les agents IA qu'on va déployer, qu'on va utiliser, soient plus pertinents, soient finalement correspondent aux tâches dont j'ai envie. On a beaucoup vu Ouais, que ce des soit du développements sur-mesure. voilà et des contextualisés, personnalisés. On a vu des Mmh. IA qui hallucinaient parfois, alors on se pose beaucoup de questions et donc voilà, le Ignite, cette année est très focalisé sur ce déploiement, cette facilité de déploiement d'IA qu'on va appeler aussi observable, c'est-à-dire sur lequel je vais être capable de contrôler ce qu'il me fait. C'est-à-dire finalement être sûr qu'il fait il fait ce qu'il dit ce qu'il fait quelque part. Voilà, Mmh. c'est ça la thématique, on va dire, d'Ignite dans une version très industrielle évidemment, puisque c'est la force de Microsoft, je veux dire, c'est le scale, derrière et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Windows 11, ça fait partie finalement de cette stratégie. C'est-à-dire que sur mon PC, je vais finalement être capable de déléguer des agents IA qui vont travailler pour moi, quelque part d'une certaine façon. Alors concrètement, ça se traduit par quoi? De quelle manière est-ce qu'on va vraiment pouvoir bénéficier de ça sur Windows 11? Sur Windows 11 et puis sur les, PC aussi qui ont des capacités supplémentaires, qu'on appelle des NPU, tout le monde connaît, voilà, les CPU, voilà, Mmh. des de Ouais. compute, pour les GPU, pour l'IA, en particulier dans le cloud et puis les NPU, c'est des Neural Process Unit qui Donc vont c'est une puce, dédiée, enfin c'est plus de puissance informatique pour l'IA. exactement, c'est spécialisé pour l'IA, exactement pour ce qu'on appelle l'inférence IA, c'est-à-dire pour finalement faire fonctionner cette IA. Et donc, une fois qu'on a ça finalement, ou dans le cadre de Windows 11, derrière, on va se retrouver avec une interaction différente du PC. Dit autrement, alors Satya Nadella, notre PDG, depuis quelques années, dit que l'IA, c'est AI is the new UI, c'est-à-dire l'IA est la nouvelle interface utilisateur. Donc, en gros, je vais converser finalement différemment. Donc ça passe déjà dans la barre de tâches finalement, d'avoir cette intelligence dans la barre de tâches pour qu'elle comprenne mon contexte et j'ai pas besoin d'aller chercher l'application qui va bien dans mon menu de barre de tâches entre les produits Office, voire les autres applications. Je vais pouvoir lui parler, On peut c'est-à-dire qu'il directement parler à Copilot depuis la barre de tâches, en fait. comme je vais parler à mon Outlook, comme je vais parler à mon Office potentiellement. Donc c'est évidemment sur mon PC, ça va être directement, il y a plein de tâches que j'aimerais faire, mets-moi en fond noir, je sais pas, j'ai un problème d'informatique sur mon PC, il ralentit, est-ce que tu peux
me diagnostiquer ce qui se passe. Tiens, je voudrais lancer un agent researcher. L'agent researcher, celui qui est dans le copilote, qui va vraiment faire quelque chose de profond, bah, directement depuis l'interface, je vais demander, depuis la barre d'entrée, hein, le point d'entrée unifié, de me faire finalement cette tâche. Donc là, la première partie, c'est vraiment la conversation. Alors, voix, c'est naturel, mais finalement directement, sans me poser la question où est-ce que je vais. Donc, on voit bien que ça va changer la façon d'interagir. Et puis la deuxième partie qu'on a aussi annoncée, qui est une évolution, hein, dans Windows 11 et dans ces nouveaux PC, c'est le fait qu'il va pouvoir faire des tâches de fond. C'est-à-dire que quand on entre dans le monde agent, ce qui est intéressant, c'est pas seulement d'être dans un monde conversationnel, je recherche des documents, j'attends qu'il m'ait trouvé le bon document, et cetera. C'est dire: «Bah, tiens, crée-moi un document, une note de synthèse, basée sur tous mes documents qui sont sur mon PC. Bah, vas-y, fais le travail, et puis pendant ce temps, moi, je fais autre chose». Donc finalement, j'ai délégué ça. Mmh. Dans le PC, il va y avoir une espèce d'enclave, hein, finalement, qui va travailler avec ce Neural Processing Unit en background. Et puis pendant cela, bah, moi, je vais faire autre chose, hein. Je vais regarder un film en attendant, je vais être voilà, je vais être sur mon Word, je vais faire d'autres tâches, je vais regarder mes mails. Et puis pouf, au moment où il a fini, là, bah, ça y est, j'ai fini, est-ce que ça te convient, et Mmh. cetera. Donc on voit bien qu'à la fois, on va avoir cette interface l'interaction qui va évoluer, qui va me faire gagner du temps. Puis le deuxième, c'est ça me fait gagner du temps parce que là, peut-être que je peux être vraiment multitâche, finalement. Et multitâche, c'est pas juste, finalement, partager mon écran en 4 et puis essayer de faire 4 choses à la fois en même temps. Mmh. Donc ça, on sent que ça s'adresse aussi bien finalement aux professionnels qu'aux particuliers, parce que le Oui, spectre est très, très large. bon, d'abord, la sphère pro perso, on connaît, voilà, finalement, Ouais, j'ai mes usages en pro qui sont les mêmes qu'en perso. C'est-à-dire bah, que j'ai oui. envie de gagner du temps. Donc là, nous, on a une optique, effectivement très entreprise aussi, de dire, bah, finalement, c'est Windows 11 va aussi répondre à des besoins, d'employés pour gagner du temps et va automatiquement, de manière hybride, se connecter aux produits Microsoft. Et c'est ça aussi la force. C'est-à-dire que Windows 11 est une plateforme, mais du coup, je vais pouvoir utiliser, bah, 365 copilotes pour aussi faire des choses plus évoluées, Teams, Office, Outlook, des dashboards, qui est le produit, que souvent tout le monde connaît, qui s'appelle Power BI, hein, dans le monde entreprise, pour créer des dashboards. Donc finalement, je vais avoir une continuité et j'ai plus à me poser la question: «Ah bah, il faut que j'aille dans Excel, il faut pas», et cetera derrière. Xavier, est-ce que vous pensez chez Microsoft que cette, intégration comme ça, encore plus simple, encore plus profonde, encore plus simple, ça va rapprocher les utilisateurs de l'IA? Parce qu'on a l'impression que depuis, l'avènement, des IA génératives, alors vous avez mis du copilot partout. Oui. Mmh. Il y en a dans Word, dans Excel, il y en a déjà quand même dans Windows. Partout, on a des petites, fenêtres qui nous suggèrent d'utiliser Copilot et on sait que les retours sont pas forcément excellents, hein. Les gens trouvent ça beaucoup d'utilisateurs trouvent ça assez intrusif, les gens ne savent pas forcément quels bénéfices ils peuvent en tirer et cetera. Donc c'est une manière de dire: «Bon, bah, OK, là, finalement, on n'est pas arrivé la première fois, on va essayer autrement». Non, c'est plus profond que ça. Je pense qu'on est dans un moment, intéressant où, le évidemment, il y a une porte d'entrée, donc il faut quand même une porte d'entrée, mais le contexte importe plus que la porte d'entrée demain. C'est-à-dire qu'on voit bien que 3 ans, 4 ans après, ChatGPT, la notion d'agent, c'est vraiment une capacité d'un agent ou d'une IA, pas seulement à converser, mais à faire des tâches qui me font gagner du temps. Et qu'on n'était peut-être pas encore dans ce moment de maturité de ces agents capables de faire des choses beaucoup plus évoluées telles que je l'attendais. Si je prends un cas qui, moi, me concerne, hein, c'est, Researcher dans 365 Copilote, la capacité de créer des notes de synthèse extrêmement élaborées, dans lesquelles je vais le faire travailler, comme je disais, en tâche de fond. Bah, ça n'existait pas il y a 3 ans. On Mmh. découvre un ChatGPT où finalement il me crée des choses, un document Word, mais en fait, ce qui m'intéressait, moi, c'était, bah, voilà, j'ai plein de données sur mon marché. Alors, en l'occurrence, c'est le cloud et Azure en France. Crée-moi une note de synthèse, trouve-moi les endroits pertinents. Oui, c'est Et faire donc une j'avais enquête quoi, quasiment, enfin une enquête quasiment, documentaire, hein. C'est l'équivalent du deep research chez ChatGPT et cetera. exactement. Donc en fait, du coup, il y avait peut-être pas ces, agents spécialisés Ouais. suffisamment. Et en fait, c'est ceux-là qu'on va vouloir utiliser. C'est comme un collaborateur spécialisé, finalement. Donc j'en ai un aujourd'hui qui me fait qui finalement va me piocher tous les éléments de ma base de données client, hein, mon CRM. Donc par exemple, pour savoir quand moi je vais, discuter en interne sur certains, clients, bah, je vais avoir tout le contexte du client, je vais avoir, bah, tiens, j'ai un meeting qui va se prévoir, qu'est-ce que ça me suggère de raconter? Donc c'est des agents spécialisés ancrés sur finalement le contexte. Et Mmh. je pense qu'on a vu une première génération, on va dire, d'intelligence artificielle qui savait répondre, avait des capacités, on va dire, de créativité, extrêmement fortes, mais pas suffisamment adaptées au mon contexte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on butait probablement sur, bah, comment je l'ancre sur le contexte. Vous le savez, il y a eu beaucoup de discussions sur, les IA hallucinent, Mmh. ils sont trop complaisants.
Bah, ce qu'on a lancé justement, donc IQ dont je parlais, c'est d'essayer de réconcilier finalement cet ancrage de contexte pour qu'il soit pertinent, pour qu'il puisse répondre à mon problème. Donc mon IA, moi, enfin mes agents, ils sont sur des problématiques spécifiques métiers derrière. Je peux faire un exemple du coup personnel parce que Mmh. finalement, moi je me suis créé un agent très spécialisé parce que je suis savoyard Ouais. et j'adore faire des randonnées. Et la problématique de la randonnée, il faut comprendre que, c'est, alors sur plusieurs jours, pour être très clair. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le meilleur, évidemment, on peut suivre les GR et cetera, mais d'avoir la carte, donc de créer la carte, Mmh. de savoir combien de temps je vais mettre, parce que le temps compte plus que le kilométrage, ça va dépendre du dénivelé. Et donc si je faisais un agent qui dit: «Bah, crée-moi la carte», il va faire quelque chose de pas tellement adapté. J'ai créé un agent spécialisé, un agent qui va me créer la carte, qui va me faire quelque chose de très précis qui répond à un vrai besoin qu'à la fin, je veux une carte en 7 jours, comment je fais ça avec le kilométrage, le temps passé et cetera, où je puisse programmer. D'accord. Je pense que dans le monde entreprise, c'est pareil. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu trop tendance à dire: «Ah bah, il répond pas bien à ma question. Ah bah, tiens, il» on les a peut-être mal cadrés et donc on a cette perception d'expérience parce qu'il manquait finalement alors là, c'est une stack technique, mais le mariage des données structurées et non structurées. Non structuré, c'est mon comportement, en Mmh. gros. Mmh. Structuré, c'est, mon nom, mon prénom et cetera. Et là, aujourd'hui, il y a une grosse évolution technologique sur cette stack-là. Ouais. Chez nous, chez Microsoft, ça s'appelle Fabric, hein, c'est un investissement de probablement 8 ans pour avoir sorti Microsoft Fabric. C'est un des produits les plus utilisés, hein, dans le monde entreprise, qui va faire cette réconciliation et cette forme d'intelligence que les agents IA vont appeler. C'est-à-dire, Dans qui fait encore mieux la traduction entre, des ordres pas forcément très cohérents, des instructions, qui peuvent être un peu floues, Oui et finalement, sa traduction quelque part par rapport à un contexte. ouais. Dans l'environnement entreprise, on a l'équivalent, ça s'appelle Work IQ. Alors Work porte bien son nom. C'est en fait, quand je suis moi sous Windows et sous, les outils, Microsoft Office finalement, j'ai mon graphe. Mon graphe, c'est quoi? C'est l'ensemble évidemment de mes documents, de mes Word et cetera, mais c'est aussi, l'organisation, la façon dont elle est structurée, mes interactions potentiellement et c'est tout ça qui fait la valeur de ma collaboration. Et donc c'est cette intelligence-là, cette surcouche d'intelligence qu'on appelle parfois la couche sémantique, hein. C'est cette traduction entre j'ai des bases de données plates, je rajoute de l'intelligence dessus et c'est cette intelligence-là, j'allais dire, que va appeler les agents et les IA et ça donne une pertinence qui a rien à voir dans Mmh. aujourd'hui ce qui est copilote. On n'avait pas forcément cette perception de 365 copilote il y a 3 ans quand c'est sorti. Là, il y a eu un gros effet d'adaptabilité, j'allais dire, mais surtout de pertinence. Voilà, Ça voilà. ça veut dire que c'est plus facile à utiliser? C'est à la fois, bah, c'est surtout si ça répond à mon besoin, plus simplement, bah, c'est plus facile à utiliser, donc je vais l'utiliser plus, donc je vais gagner du temps. Et donc je pense que le côté gain de temps pour passer du temps à des choses beaucoup plus, qui font plus sens, voilà, discuter, converser, aligner, discuter avec des clients, avec les organisations, avec voilà, avec mes collaborateurs, ça a plus de sens dans mon métier que, d'aller rechercher un document pour préparer un meeting Mmh. éventuellement. Donc c'est là la différence, je vais gagner beaucoup plus de temps en faisant ça. Xavier Perret, alors une IA, très personnelle, très personnalisée, c'est bien. Comment éviter que ça devienne, que ce soit aussi, trop intrusif et puis, un peu trop curieux et trop dépendant des de données privées des utilisateurs? Et d'ailleurs, où vont les données privées? Si, pour faire, mon programme de randonnée, je suis obligé de tout dire sur ma condition physique, ma santé et cetera, quelle garantie en termes de données personnelles? Alors, il y a plusieurs, donc c'est bien tu vous reprenez l'exemple comme ça, c'est parfait. Il y a d'abord, il y a donc nous, on a une politique assez claire là-dessus. D'abord, quand vous construisez, soit personnellement, j'allais dire, comme mon exemple ou, une entreprise, il y a toujours quand même la question de se poser de la sobriété des données et de se dire, les données, que j'utilise qui servent vraiment à mon objectif de façon raisonnée. Dans le cas de la randonnée, j'ai pas besoin de mettre mes données de santé, pour simplifier. Donc Mmh. Oui, je voilà, prenais un j'utilise exemple comme ça, l'intelligence mais pour partir bon, de là, voilà. Mais c'est important parce mmh, que dans la définition même du besoin, l'idée c'est pas de mettre toutes les données, y compris celles qui ne seraient pas pertinentes. mmh, Ensuite, le deuxième élément et ça c'est vrai sur évidemment le cloud Azure, c'est vrai sur Microsoft 365, on a des engagements extrêmement forts de, déploiement. C'est-à-dire que les données restent les données des clients, elles restent en Europe. Ça, c'est un engagement extrêmement fort qui est, un peu, je pense 8 ans de développement pour s'assurer que les données qui sont stockées en Europe, toutes les données, les métadonnées, les services qui vont être appelés, restent dans l'Union européenne, pour être précise.
Oui, alors derrière. ça c'est vrai. Alors, petite, parenthèse puisque vous en parlez, c'est vrai que c'est important. Évidemment, il y a en ce moment, toute une quête de souveraineté numérique et donc on se méfie énormément des géants américains. Mais vous, vous dites depuis un certain temps, «Faites-nous confiance, on a fait des data centers en Europe, on est à l'abri, des grandes oreilles américaines» et cetera et cetera. Alors pour être précis, on va déployer effectivement en Europe, on va développer l'écosystème européen, hein, je pense qu'on a annoncé un certain nombre de choses avec des voilà, d'ailleurs des startups et puis aussi, l'IA européenne, hein, je pense à Mistral, hein, dans lequel on fait beaucoup de choses avec Mistral aussi. Mmh. On déploie en Europe, on déploie des infrastructures spécifiques pour l'Europe. Voilà, c'est important. Dans tous les pays, c'est vrai en France, hein, puisqu'on a, depuis très longtemps d'ailleurs, 2 régions qui sont plusieurs data centers, en France. C'est vrai en Europe, donc on continue et on a des engagements, donc c'est plus que faites-nous confiance. C'est on a des engagements extrêmement précis sur la façon dont on va gérer les données, qui sont des engagements au plus haut niveau, y compris, par exemple, d'avoir au niveau sécurité, voilà, un panel de sécurité, un certain nombre de choses autour de ça. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va déployer, des infrastructures, comme je disais, spécifiques, mais qui vont aussi développer l'écosystème européen. Donc on est quand même sur une optique où, on va être, compliant, je vais y arriver, sur la réglementation évidemment européenne. On est RGPD évidemment en Europe, mais dans le monde entier d'ailleurs, dans la façon dont on se l'est approprié depuis bien nombre d'années, derrière. Si on est un acteur américain, on déploie en fait sur des infrastructures spécifiques en Europe avec un certain nombre de conditions. Donc l'enjeu aussi, c'est de vous assurer la confiance des utilisateurs. En fait, le sujet, alors évidemment, c'est un sujet légitime et oui, on pourrait passer, je pense, un podcast complet, Mmh mh. Jérôme, sur ce sujet-là. Moi, je voudrais vraiment double-cliquer sur, en fait, sur l'IA en particulier, sur les agents. Le sujet, il est plutôt, de plus en plus sur le fait que si je commence à déployer des agents, que ce soit en entreprise ou autre, est-ce qu'il fait exactement ce que je veux qu'il fasse? Mmh. C'est-à-dire, est-ce que si je le considère presque comme un collaborateur, qui est mon bras armé finalement sur un certain nombre de tâches ingrates, comment je m'assure que finalement, il va correctement faire les actions que j'aimerais qu'il fasse? Comment je vais pouvoir l'observer? Comment je vais pouvoir, finalement, en toute confiance, lui déléguer les tâches? Comment je vais pouvoir éventuellement vérifier, voire auditer ce qu'il fait? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'observabilité. C'est aussi un élément important dans cette semaine, dans les annonces Ignite. C'est toute la batterie d'outillage qui va permettre de déployer des agents dans des environnements de confiance, justement, puisqu'on va s'assurer qu'on est capable de les observer, derrière. Et ça, c'est vraiment le sujet du moment, en fait, hein. Ouais. C'est-à-dire, si je veux commencer à déployer des IA ou des agents IA qui, répondent à des besoins légitimes, hein, ou d'entreprise ou personnels, bah, je veux quand même m'assurer que je continue à les contrôler, que c'est moi qui finalement maîtrise, le niveau de délégation que je veux qu'ils fassent, finalement, derrière. Et donc ça, c'est le vrai sujet, on va dire, sur lequel on va déployer énormément de nouveaux services. Je vais en prendre un parce qu'on oublie parfois qu'au niveau de la sécurité, puisque vous en avez un petit peu parlé, Mmh mh, mmh. derrière, c'est tout ce qui J'allais est vous poser la jailbreak. question, ouais, c'est Ouais, jailbreak, voilà. Jailbreak, c'est quoi? Je pense que vous le savez, comme moi, c'est, je veux, déployer, une relation client à base d'IA ou d'agent IA. Évidemment, il y a des petits malins toujours dans mes clients ou non clients qui vont vouloir lui faire dire ce qu'il n'a pas le droit de dire. mmh. C'est-à-dire jouer autour, faire, voilà, des phrases alambiquées pour, j'allais dire, le perturber, pour éventuellement, qu'il me donne des données que je n'aurais pas le droit. Ça Oui, appelle des fuites de données potentielles. ce qui Bon, peut bah, voilà, ce qui peut mener à des cyberattaques avec des conséquences gravissimes, hein. exactement. Mmh. Donc nous, de façon intégrée, dans ce qui s'appelle Foundry, hein, qui est en gros une factory pour déployer des agents et de l'IA, on a intégré un certain nombre de services et il y en a un qui exactement c'est d'autres IA finalement qui vont surveiller ces IA pour dire: «Là, attention, c'est un jailbreak potentiel, donc soit je te préviens, soit je te fais répondre: "Non, je n'ai pas le droit de te répondre", et cetera». Donc on oublie qu'il y a tout un panel autour de sécurité pour déployer en toute confiance finalement ces agents ou ces IA. Mais malgré tout, vous mettez en garde vos utilisateurs, hein, ne serait-ce que sur votre site, vous indiquez: «Attention au risque d'hallucination et même au risque de, en termes de cybersécurité». Nous, on est très conscients, j'allais dire, et d'ailleurs, on publie ce qu'on appelle des blueprints, c'est-à-dire la manière dont nous-mêmes, on a déployé ou des agents pour nous-mêmes, hein, pour, voilà, nos ressources techniques, pour les call centers, pour même, moi en tant qu'employé, en tant que directeur commercial finalement d'une entité, pour les vendeurs. Et on est très conscient que la user experience et la capacité finalement de s'approprier ces IA, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir, c'est une IA à la fin. Donc à la Mmh. fin,
elle est faillible comme tout être humain est faillible. Et donc dans toutes les expériences qu'on recommande d'ailleurs, et c'est celles qu'on voit directement dans Bing, dans Copilot, parce qu'on est extrêmement vigilant à ne pas créer une surconfiance. En américain, on appelle ça l'over-reliance. L'over-reliance, c'est quoi? C'est je délègue tellement que finalement je ne me pose plus la question et je vais prendre comme acquis ce qu'il va me dire. Voilà. On a historiquement plus de l'under-reliance, de la sous-confiance et «Ah non, non, ça marche pas, je n'y crois pas». On est entré dans une phase où ce risque existe et il faut être conscient et c'est pour ça que nous, dans les expériences qu'on va recommander, bah, oui, on est sur, on va mettre en place une batterie d'outils finalement pour éviter, voilà, cadrer la sécurité, mais surtout s'assurer qu'il hallucine pas, qu'il va pas faire des fuites de données comme j'en ai parlé et cetera et donc l'expérience utilisateur qu'on va déployer ou que nos clients même ou nos partenaires vont déployer, bah, doivent quelque part prendre en compte ça aussi. Et c'est Ouais. important, un agent IA reste un agent numérique. Il y a une forme de risque partagé, quoi. C'est pas ce que risque partagé, c'est aussi, je pense, selon moi, le fait de dire, c'est pas un humain. On cherche pas à comparer, agent et humain. On reste à se dire: «C'est l'humain qui maîtrise, c'est un co j'ai des collaborateurs et cetera, mais j'ai peut-être des agents spécialisés». Ça reste des agents spécialisés et donc ils sont faillibles, mais heu, comme le sont mes collaborateurs, un apprenti et cetera. C'est juste qu'on a tendance peut-être à l'oublier parce qu'on a tendance à une surconfiance potentielle vis-à-vis de cette IA ou la technologie en général et je pense que Ouais. votre podcast, Jérôme, l'exprime assez bien souvent sur cette question de la technologie, comment on l'appréhende, le côté anthropomorphique et du coup, nous, on va valoriser finalement des expériences où on s'assure que systématiquement, bah, est-ce qu'il a bien répondu à la question? Attention, il peut effectivement parfois halluciner, donc on est toujours en vérificateur, d'autant plus si la décision à prendre par rapport à les données qu'a générées l'IA, elle a un impact. Et je pense que c'est là-dessus. Il y a énormément de moments où il y a pas d'impact. Créer un document Word, et m'aider à créer, rapidement pour qu'on puisse le relire, a peu d'impact, j'allais dire, Mmh. heu, fort. Par contre, dans des moments où il y a de l'impact, là, on a un comité éthique lequel on peut aider, mais on est plutôt voilà, on va s'assurer qu'on va pas déployer des IA qui pourraient complètement, pas seulement remplacer des processus, mais en tout cas qui effectivement pourraient, aboutir à des mauvaises décisions et des impacts sur, voilà, nos écosystèmes, nos Ouais. personnes, nos collaborateurs. Après ça relève un peu enfin ça relève, de la responsabilité de chaque entreprise Oui, et nous, on va libre. avoir une guidance, un blueprint comme je le disais, Mmh. hein, on va être, voilà, le niveau de sévérité et quelque part, l'AI Act européen Mmh. raconte ça. Il raconte qu'il y a des niveaux de criticité, il y a beaucoup d'endroits où, il y a pas d'impact et donc là, on est vraiment dans une logique finalement de créer de la valeur simplement par déléguer des tâches, mais qu'effectivement, plus on va être dans un processus cœur, bah, il faut être conscient qu'il ne faut pas tomber dans la Ouais. surconfiance comme je disais. Enfin l'AI Act dont l'entrée en vigueur réelle risque d'être, repoussée, mais ça c'est un autre sujet. Oui, mais qui n'empêche pas quand même de faire ce que je viens de dire en l'occurrence, Ouais, Jérôme. d'anticiper, ouais, ouais. Bon, bah, formidable, ça va arriver quand tous ces nouveaux joujoux dans les différents outils Microsoft? Alors il y en a qui sont déjà là, il y en a d'autres qui C'est vont ce se que j'allais dire. déployer? En fait, il y en a qui Ouais, sont déjà là, ouais. il y en a, sur l'évolution de Windows 11 pardon, ça dépend du niveau mais on peut déjà utiliser des modèles en local et commencer à déployer des agents, Mmh. finalement, hein. Évidemment, dans les nouveaux PC encore plus, parce qu'ils ont cette capacité technologique. Tout ce qui est autour de finalement des bases de données dont j'ai parlé, de WorkIQ, c'est en fait déjà là. Donc on n'est pas dans un prospectif de dans 3 ans ou dans 5 ans. Mmh. Voilà et donc bah, libre à chacun d'aller tester tout ça, d'aller l'essayer, hein, de s'adresser à son copilote pour lui demander, toutes sortes de choses. Merci beaucoup Xavier Perret, responsable, Cloud Azure, chez Microsoft France. Cloud Azure et intelligence artificielle, hein, c'est bien ça? C'est lié en fait, c'est difficile à Bien dissocier sûr, exactement Jérôme. Merci beaucoup Jérôme. évidemment. Merci Xavier.